Bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais tout à l'heure en sommaire, Assemblée nationale, le projet de loi relatif à l'interdiction de la production, de la distribution et de la détention de sachets en plastique adopté. Un projet de loi présenté par le ministère de l'Environnement qui vise à éradiquer ce fléau que représentent les sacs plastiques pour l'environnement. Des points de collecte seront mis en place et il faudra attendre 6 mois pour voir cette loi appliquée. Compte rendu de cette belle journée pour les écologistes sénégalais avec Dissa Prira et Aïssatou Dia. Désormais, il est interdit de produire, d'importer, de détenir ou de vendre des sachets en plastique au Sénégal. Les 17 articles du projet de loi présentés aux députés sont votés à l'unanimité. Les sachets visés par ce projet de loi sont ceux distribués gratuitement dans les commerces. Lié à l'interdiction de la production, de l'importation, de la détention, de l'utilisation des sachets plastiques. Alors, les sachets plastiques qui sont essentiellement visés par cette loi, mais de façon générale, cette loi prévoit des dispositions pour la gestion rationnelle des plastiques. Nous avons allié l'efficacité et puis aussi, on a été vraiment souple pour ne pas aussi nuire aux activités et des industriels et surtout aussi à l'utilisation des ménages à faible revenu. L'objectif visé par ce projet de loi est d'inciter les populations à changer de comportement. La loi va entrer en vigueur 6 mois après sa publication dans le journal officiel. Des sanctions sont aussi prévues pour d'éventuels récalcitrants. L'entrée en vigueur, c'est 6 mois après la publication au niveau du journal officiel. 6 mois, c'est un temps suffisamment correct pour permettre aux industriels d'avoir une technologie pour fabriquer des sachets plastiques supérieurs à 30 microns et aux importateurs aussi de peut-être découler leur stock. Sanctions qui sont prévues, mais le plus important, ce n'est pas les sanctions, vraiment c'est le changement de comportement, que les gens mettent les poubelles, notamment le plastique, dans les endroits dédiés. À ce jour, 5 millions de sachets en plastique sont dans la nature au Sénégal. L'État va mettre en place des points de collecte pour les récupérer. L'information et la communication vont également accompagner ce processus. Ce mardi, le SUTSAS en marche pour exiger l'application du protocole de 2014. L'Union des travailleurs de la santé et de l'action sociale exhorte le gouvernement à satisfaire sa plateforme revendicative. Il y a des revendications qui ont pour nom la modification du décret portant statut du personnel des établissements publics de santé, l'octroi de prêts DMC aux contractuels, entre autres. Maïmouna Ndiaye et Tierno Laurent Mendy ont assisté à la procession. Les blouses blanches dans la rue pour exiger du gouvernement l'application du protocole d'accord signé en 2014. Un an après, le SUTSAS évalue les engagements toujours sur la table de négociation. Il faut organiser les élections dans le secteur de la santé et de l'action sociale pour mesurer notre force, pour pouvoir régler les commissions de bourse, les commissions de pèlerinage à la Mecque, etc. Le deuxième point, c'est le financement de la santé. Par rapport aux accords d'Abuja, les pays qui se sont réunis avaient demandé d'augmenter le budget de la santé à 15% et jusqu'à présent nous sommes à 11% après 13 ans. D'autres problèmes, c'est le système indemnitaire. L'État avait demandé 120 jours pour la validation de ces indemnités. Nous attendons de ferme pied le gouvernement pour qu'il puisse sortir les indemnités. L'Union des travailleurs de la santé et de l'action sociale dénonce par ailleurs le manque de volonté politique. C'est un manque de volonté ou bien une négligence, de toute façon, parce que si le gouvernement a pu isoler les revendications à incidence financière, je pense qu'il devait être très à l'aise sur les autres revendications qu'il avait qualifiées de réalistes et de réalisables. Après cette marche, une grève d'avertissement est fixée le 28 avril. C'est le deuxième jalon du plan d'action et le troisième jalon, ce sera la grève de 24 heures le mardi 28 février sur l'étendue du territoire en respectant les urgences et le service minimum. 30 avril, jour d'évaluation du troisième plan d'action du SUTSAS, l'Union régionale n'exclut pas de dérouler d'autres actions. Maïmouna Ndiaye, merci à Matam. Les agents de santé, membres du SUTSAS, ont également battu le macadam. Et oui, malgré une forte chaleur, ces manifestants ont suivi le mot d'ordre national et dénoncent la discrimination dont souffrent les contractuels en service dans les structures sanitaires de la région. Pour vous, Ali Bandelnian a suivi cette marche. Reportage. Infirmiers
infirmiers, sages-femmes et simples agents de santé, ils ont tous abandonné leur lieu de travail pour se retrouver à Matam et battre le macadam. Conformément au mot d'ordre national décrété par le SUTSAS, les syndicalistes de Matam ont tenu à marquer leur implication dans leur nouveau plan d'action. En plus, au-delà des revendications nationales, les syndicalistes du SUTSAS de Matam dénoncent une discrimination dont souffrent les contractuels en service dans la région. On a marché, c'est pour dérouler la deuxième activité de notre plan d'action qui a commencé le 16 passé, jeudi, par un sitting. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième étape, une marche pour exiger du gouvernement l'application des accords qu'il avait signés avec les partenaires sociaux en date du 17 février 2014 et qui tardent jusqu'à présent à être matérialisés. Nos principales préoccupations de l'heure, c'est avant tout les préoccupations de notre organisation qui se résume aujourd'hui à l'application surtout du plan du protocole d'accord qu'on avait signé avec le gouvernement, mais aussi nous avons des préoccupations au niveau local qui touchent le personnel, les structures, les handicapés, la population en général. Les syndicalistes de l'Union régionale du SUTSAS de Matam ont ainsi bravé la chaleur pour aller remettre leur cahier de doléances entre les mains du préfet du département. Ali Bandelnian, merci. Je vous le disais tout à l'heure également, sommaire, Léa, le Sénégal a pour le moment épargné dans ce drame de migrants, de migrants qui sévissent actuellement dans la Méditerranée. Et selon Souleymane Jules Diop, secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur, aucun Sénégalais lors de ces récents naufrages. Il précise d'ailleurs que sur les 120 rescapés, 40 sont sénégalais. Souleymane Jules Diop s'est également exprimé sur les violences xénophobes en Afrique du Sud. C'était lors d'une rencontre sur la migration en présence de nos reporters Aminata Mbaresso, Ibrahima Kane et Djibi Diallo. 40 Sénégalais figurent parmi les 120 rescapés du naufrage de 2 navires au large de la Méditerranée. Des rescapés, oui, mais pas encore de morts pour le Sénégal. Une annonce faite par le secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur. Lors des premières arrivées, 120 personnes rescapées. Parmi ces rescapés, il y avait 40 Sénégalais. Nous attendons l'identification des corps pour pouvoir nous prononcer sur la question des statistiques et l'éventualité de disparition du côté sénégalais. Nous espérons, nous prions Dieu pour qu'il n'y en ait pas. Concernant la situation des Sénégalais en Afrique du Sud, l'idée d'un rapatriement de nos compatriotes n'est pas encore à l'ordre du jour. Le mois dernier, nous avons fait venir, vous savez qu'il y avait eu des arrestations de 14 Sénégalais qui étaient dans les prisons. Nous avons fait revenir nos compatriotes quand cela s'avère nécessaire. Dans le cas de l'Afrique du Sud, c'est à l'étude, mais la priorité aujourd'hui, c'est la protection de nos compatriotes qui sont en Afrique du Sud. Certains sont des fonctionnaires qui travaillent dans des organisations internationales et c'est le lieu de dire que nous exigeons la protection des compatriotes qui se trouvent dans ces pays et cette protection, elle est de la responsabilité aussi, avant tout, des pays qui les accueillent. Le secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur s'exprimait au cours d'une rencontre sur la migration. En l'espace d'une semaine, des milliers d'émigrés engloutis par les eaux de la Méditerranée. Occasion saisie par nos reporters pour rencontrer un jeune Sénégalais qui a côtoyé de près l'immigration clandestine. Oui, Asdian, il s'appelle, donc nous l'avons trouvé au quai de Soumbédioune en 2006. Il a tenté l'Europe à 2 reprises sans succès avant de se résigner. Il a rencontré donc nos reporters Aminata Mbaresso et Djibi Diallo. Asdian, un rescapé de l'immigration clandestine. Ces 2 tentatives pour allier l'Europe via des pirogues de fortune remontent à 2006. 9 ans plus tard, le jeune Saint-Louisien relate le film de son voyage. J'ai tenté à 2 reprises l'immigration clandestine, mais en vain. La première fois, je suis allé jusqu'au Maroc avant d'être contraint de rebourser chemin. Nous étions 132 à bord de l'embarcation avec un moteur défectueux. Une aventure, des souvenirs encore vivaces, beaucoup de regrets. J'ai perdu beaucoup d'amis en haute mer. J'ai frôlé de peu la mort. N'eût été l'intervention des gardes-côtes, j'allais mourir.
Aujourd'hui, marié et responsable de famille, As se dit résolu à rester dans son pays pour y gagner sa vie. Il n'y a que des risques dans l'immigration clandestine. Pour rien au monde, je ne vais recommencer cette aventure. L'immigration clandestine, ces deux pêcheurs trouvés au quai de Soumbédioune n'y pensent plus. Aminata Baresso, merci. Nous parlons tout à fait autre chose. Près de 4 tonnes de médicaments saisis, incinérés, des médicaments donc constitués de barbiturique, d'antalgique et d'aphrodisiaque. La douane, la gendarmerie et la police en synergie pour éradiquer le fléau que représente la vente illicite de médicaments. Au programme des opérations de sécurisation de grande envergure dans certains sites réputés lieux de trafic intense de médicaments de la rue. Fadi Atala et Moudou Diop. En quelques mois, de nombreux médicaments impropres à la consommation ont été saisis, plus de 3 tonnes, ce qui pourrait mettre en danger la santé des populations. L'estimation, c'est 3 tonnes 900, environ 4 tonnes. Les saisies ont été procédées par différentes unités. Les frontières, c'est les points de passage privilégiés des trafiquants de toutes sortes. Ce qui fait qu'au niveau des frontières, facilement on peut procéder à des saisies, notamment lors d'une opération bien coordonnée. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est véritablement la synergie qui a existé entre différents acteurs. Pas seulement forces de défense et de sécurité, douane, gendarmerie, police, mais voilà que c'est le ministère de la Santé qui, vraiment en tant que technicien aussi, est venu s'associer à ce travail qui a été fait et ce qui a permis d'avoir de si beaux résultats. De nombreuses spécialités ont été incinérées, la plupart interceptées au niveau des frontières. Il y a eu des antihypertenseurs, des antidiabétiques, des produits aphrodisiaques, des antidiarrhéiques, des anticoagulants, des analgésiques, des antiseptiques. On a vu aussi des préservatifs, donc il y a toutes sortes de médicaments dans ce lot de médicaments incinérés. La cérémonie d'incinération qui entre dans le cadre de la sécurisation des populations et de leur santé va être pérennisée. Les forces publiques envisagent de traquer les malfaiteurs où ils se trouvent. Nous avons déjà pris des mesures parce que dans le cadre de cette opération, la descente a bien concerné Keur Serigne et il n'y a pas pour nous de sanctuaire dans la lutte contre tout ce qui est crime organisé, tout ce qui est criminalité de manière générale. Nous n'avons pas de sanctuaire. La porosité des frontières favorise en partie le trafic de médicaments prohibés. Les autorités conscientes de la situation se disent déterminées à éradiquer le fléau qui prend des proportions inquiétantes. Et toujours de la santé dans ce journal avec un business qui s'étend de plus en plus au Sénégal, la vente illicite de médicaments, donc on y reste. Ces médicaments donc attirent de par leur coût faible. Le président de l'amicale des pharmaciens donc sonne l'alerte par rapport aux dangers qu'ils peuvent constituer pour les populations. Donc en sujet signé Aïssatou Païfal et Moudou Diop. Introuvables, les vendeurs de médicaments de rue au marché Grand Yoff. À Keur Serigne, idem, aucun interlocuteur. Nous nous tournons vers les Sénégalais pour comprendre ce phénomène. Je sais qu'il existe des personnes qui consomment ces médicaments de la rue. Il faut être très prudent et nous ignorons l'origine de ces médicaments et leur composition. Nous avalons des comprimés qui sont nocifs à la santé. Les médicaments que nous prenons doivent être licites. La consommation de ces médicaments prend de plus en plus d'ampleur. Les Sénégalais qui les utilisent n'ont pas le choix. Lorsque nous tombons malades, le médecin nous prescrit des médicaments. Une fois à la pharmacie, les prix sont onéreux. Si c'est quelqu'un qui tire le diable par la queue, il se retrouve du côté de ces vendeurs illicites pour se soigner. Et généralement, ceux qui le font ignorent réellement les méfaits de ces médicaments. Le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens dénonce beaucoup de risques encourus. Le premier risque et le moindre, c'est de ne pas pouvoir se soigner. Mais les risques les plus graves, c'est qu'on retrouve souvent dans ces produits-là des éléments très nocifs pour la santé des populations. Les problèmes rénaux que l'on connaît aujourd'hui, si vous demandez peut-être aux néphrologues, ils vous diront que certains sont liés à la consommation de certains produits. Marché illicite, aucune norme pharmaceutique, la vente clandestine des médicaments cause de plus en plus de dégâts. L'impératif selon les populations, agir sans délai.
Aïssatou Paye-Fall, merci. Le bilan de la campagne agricole 2014 à l'étude, un bilan plutôt positif malgré le déficit pluviométrique noté cette année. Malgré, oui, un hivernage douteux, les acteurs du monde agricole se disent satisfaits avec une campagne arachidière qui a atteint un niveau de récolte de 660 000 tonnes pour un objectif fixé à 1 million de tonnes. Plus de détails avec Fatou Bintou Conté et Mohamed Dian. Un bilan satisfaisant, c'est ce que l'on peut tirer de la campagne agricole de 2014 pour les acteurs du monde agricole. La présente campagne a été une réussite. Vous avez vu comment l'hivernage s'est passé l'année dernière, mais grâce au programme d'adaptation qui a été mis en place au niveau du ministère de l'Agriculture, sous l'autorité du ministre de l'Agriculture, nous avons pu inverser la tendance. Donc les zones qui étaient les plus vulnérables ont pu obtenir des productions significatives. La campagne arachidière en est une parfaite illustration avec 660 000 tonnes récoltées sur un objectif d'1 million de tonnes. Cette année-ci, l'arachide s'est très bien comporté en termes de rendement parce que l'année dernière, on a pu organiser la collecte des semences, le suivi, le contrôle a été renforcé, ce qui nous a permis l'année dernière dans le système, on a pu donner des semences de qualité pour en fait renforcer les rendements malgré le déroulement de l'hiver. La production de l'arachide de cette année tourne autour de 660 000 tonnes. Même si pour cette campagne arachidière, des couacs ont été notés dans la commercialisation. Au niveau des prix, au début, nous avions certainement eu quelques soucis parce qu'effectivement, on n'a pas eu beaucoup de bradage, il y en avait eu. Parce que tout simplement, peut-être le démarrage a été assez lent. Et qu'ensuite les financements aussi sont arrivés avec un peu de retard. Mais une fois que cela a été fait, que les financements sont arrivés, tout s'est déroulé de manière très normale. Et aujourd'hui, nous sommes à des niveaux de prix quand même relativement élevés. Parce que je crois que sur le terrain, aujourd'hui, on est à 250 francs le kilo. C'est pourquoi les acteurs estiment que seule une réorganisation de la filière permet de venir à bout. Ça y est, nous y sommes. Ce samedi 25 avril, le pont Sénégal 92 va être démoli. C'est ce qu'a annoncé la préfecture de Dakar. Et puis sur place, Léa, les voies de contournement sont déjà prises en compte. Les chauffeurs qui sont à proximité du site sont obligés de plier bagages. Plus de détails dans ce sujet signé Fatou Kinedem et Mamadou Diop. Des ingénieurs sur place pour mener les travaux. Des voies de contournement en vue de faciliter la circulation pendant et après la démolition du pont Sénégal 92. Le décor est déjà planté. Tout un dispositif pris en compte, ce garage sera délocalisé. Il sera installé ici, tout près du stade Léopold Sédar Senghor. Des chauffeurs conscients de la situation. Nous sommes rassurés et informés sur la décision. On nous a promis un autre site. Il n'y a pas de souci à se faire. C'est dans l'intérêt de tous. La démolition du pont permet à tout un chacun de vaquer à ses occupations en toute sécurité. Ils saluent certes, mais veulent être rassurés sur un lieu adéquat. Là où nous sommes, il y a beaucoup d'insalubrité et l'endroit n'est pas du tout propice. Vous savez, avec les travaux, ce n'est pas facile d'être bien recasé, mais on verra bien la suite. El Hadji Cissé, depuis 5 ans, mène un petit commerce dans ses environs. Son souci, nous avons une famille à nourrir. On nous déplace sans pour autant nous trouver un autre site. Il faut qu'on nous aide. L'annonce a été faite hier à la préfecture de Dakar. Le pont Sénégal 92 sera démoli le samedi 25 avril. Une infrastructure vieille de 23 ans. Fatou Kinedem, merci. Je vous l'annonçais également en sommaire. Zoom sur le Conseil économique, social et environnemental. Donc l'institution appelée à aller, Léa, à la rencontre des populations pour plus d'efficacité. Et oui, cher Tiliane, avec des descentes sur le terrain afin de gagner en visibilité et émettre des avis plus pertinents. Du côté du camp présidentiel, on se félicite du travail de l'institution, d'ailleurs sollicité pour donner son point de vue sur certains dossiers brûlants. Mam Biram Diouf et Adam Agaï, reportage. Une assemblée consultative est, comme son nom l'indique, son droit de regard sur ce qui se fait et se dit reflète bien son autorité. Le Conseil économique, social et environnemental donne son avis sur des questions quand même d'actualité surtout,
mais aussi sur des questions qui intéressent la marche de la République. Vous voyez souvent quand même des ministres qui passent au Conseil économique et social, des directeurs de société. Pour bien remplir son rôle et favoriser ainsi le développement économique et social, l'institution devra être beaucoup plus proche des populations. Vous avez entendu les populations de Saint-Louis crier le ras-le-bol face à l'avancée de la mer. Avez-vous vu une délégation du Conseil économique, social et environnemental se déplacer à Saint-Louis pour s'enquérir de la situation et proposer à l'État du Sénégal des solutions? Non. Il faut que le Conseil ait une visibilité. Et cette visibilité, ça reste. Les populations ne se retrouvent pas dans ce Conseil-là. Les populations ne viendront pas. Donc c'est à eux d'aller faire leur plaidoyer. En tous les cas, après presque 3 ans d'existence, point de doute pour Abdou Mbow sur les actes encourageants posés par le Conseil économique, social et environnemental. Je vois que le Conseil économique, social et environnemental est en train de jouer son rôle. Que dans un pays comme le Sénégal, on a besoin quand même d'une chambre consultative. Parce que quand quand même il y a l'exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif, il faudrait quand même une chambre consultative. Et je pense qu'il est bon pour l'État et le gouvernement du Sénégal à aujourd'hui extirper le fonctionnement normal de nos institutions de l'agenda politique ou des intérêts politiciens. Donc je pense que pour des questions de stabilité nationale, il est bon de parachever la réforme des institutions. Un Conseil économique, social et environnemental fort pour des avis constructifs, toute la nation s'y retrouve. Et nous restons avec le Conseil économique, social et environnemental qui organise 2 journées portes ouvertes les 20 et 21 avril prochains. Une bonne initiative selon des Sénégalais rencontrés qui saluent cette opportunité d'échanger avec les conseillers. Oui, Aléa, ces Sénégalais donc qui incitent donc cette institution à bien relever le défi de la communication, comme vous allez le remarquer dans ce reportage signé Apam Derifal et Modou Diop. 2 journées pour se faire connaître du grand public. Le Conseil économique, social et environnemental a ouvert ses portes aux Sénégalais. Ces derniers apprécient. Ces journées portes ouvertes sont très importantes. Cela nous a permis de connaître le Conseil économique, social et environnemental. J'apprécie cette journée porte ouverte parce que je dirais que la majeure partie de la population ne connaissent pas cette institution. Pour ces citoyens, le Conseil économique, social et environnemental reste une institution méconnue comparée à l'Assemblée nationale. C'est une institution avec d'importantes commissions qui devraient être connues des Sénégalais. Si le Conseil voit la nécessité de l'organiser, cela veut dire qu'ils ont senti qu'ils doivent communiquer avec la population. L'absence de communication, une des causes de méconnaissance de l'existence de cette institution. Communication ensuite à travers les populations. C'était l'institution qui communiquait de la moindre manière par rapport aux autres institutions. Les visiteurs ne sont pas abstenus à dévoiler leurs inquiétudes. La plupart de leurs actions sont orientées vers le service public. Et pourtant, ils devraient aussi s'intéresser au privé sur le plan social, car beaucoup d'entreprises privées ont des difficultés, donc le Conseil doit réagir dans ce sens. Le Conseil économique, social et environnemental, 3e institution de la République, une institution que de nombreux Sénégalais ignorent, une situation qu'ils déplorent. Derifal, le Conseil économique, social et environnemental qui s'ouvre aux Sénégalais, Léa, et l'on se demande à quelle fin. Pour les conseillers, il s'agit de montrer l'intérêt et l'utilité de cette assemblée consultative au grand public. Des conseillers qui, selon la 5e vice-présidente du Conseil économique et social, ne sont pas rémunérés à la fin du mois. Ils reçoivent plutôt des indemnités de session. Écoutons à ce propos Aminata Mokhtardia. Ces propos sont recueillis par Cherti Dianjon et Mokhtardia. Oui, peut-être c'est ceux qui sont loin de l'institution qui le disent, mais les pouvoirs publics qui nous saisissent et les populations qui ont leurs problèmes résolus après nos travaux savent que nous représentons une grande institution, la 4e, mais nous faisons aussi un bon travail. Ce n'est pas une clientèle politique. Parce que nous sommes 120 conseillers et 80 conseillers sont désignés 80 sur 120. Et les 40 autres sont désignés par le président de la République, mais selon leurs compétences et selon leur expertise. Nous ne recevons même pas de salaire, il y a des indemnités de session, mais ce ne sont même pas des salaires. Il y a des indemnités de session, chacun selon le rang qu'il occupe.
Voilà donc, nous fermons cette parenthèse. Faubourg Lébou émergent, Léa, c'est un projet de construction d'un complexe résidentiel. Le coût s'élève à 50 milliards de francs CFA pour l'érection d'un tour panoramique de 40 étages. Et avec un centre commercial et des appartements, c'est le parc à Mazout qui va accueillir ce projet. Pour la communauté Lébou, l'objectif est de moderniser Dakar et valoriser le secteur foncier. Dissa Prera et Mardien étaient présents à la cérémonie de lancement. Compte rendu. Un nouveau complexe résidentiel au cœur de Dakar, le Faubourg Lébou émergent, un projet qui modernise et change la face de la capitale, une première en Afrique de l'Ouest. La réalisation d'une tour panoramique de 40 étages, de 20 blocs allant de 9 à 16 étages, avec 924 appartements et 40 suites, d'un centre commercial sur 4 étages, et enfin d'espaces verts, de détente, de loisirs, de sport et de culte qui seront le cadre d'une certaine idée du vivre ensemble. Pour la communauté Lébou, l'objectif est de valoriser les terres au bénéfice de toute la collectivité. Nous avons pu négocier avec le président Macky Sall la modification de la destination du plateau pour pouvoir y réaliser des complexes immobiliers. Et ensuite son extension pour porter ce terrain à 5 hectares et demi. Nous nous interdisons de participer à la tantinisation de Dakar. La pose de la première pierre du projet est prévue en juillet 2015. Les travaux vont durer 24 mois. L'actualité internationale à présent, immigration clandestine, le drame donc jamais vu en Méditerranée semble se confirmer. 800 morts, c'est le bilan du naufrage de dimanche au large des côtes libyennes selon des représentants du HCR et de l'Organisation internationale pour les migrations. Au coin du voile est levé sur les circonstances qui ont conduit au naufrage de l'embarcation selon le parquet de Catane. Les fausses manœuvres du capitaine et la surcharge du chalutier ont provoqué ce drame. En Afrique du Sud, le gouvernement déploie l'armée dans le township d'Alexandra à Johannesburg pour assister la police dans la lutte contre les violences xénophobes. L'annonce est faite par le ministre sud-africain de la Défense après la demande du Forum de la diaspora africaine, la principale association d'immigrés africains dans le pays. Pour rappel, les agglomérations de Durban et Johannesburg sont secouées depuis 2 semaines par des violences à caractère xénophobe, des violences qui ont fait 7 morts et des milliers de déplacés. De l'Afrique du Sud, nous passons à l'Égypte. Il aura dirigé l'Égypte pendant 1 année. Il va désormais passer 20 ans de prison. Il s'agit du président égyptien déchu en 2013, Mohamed Morsi. Le premier président démocratiquement élu d'Égypte en juin 2012 vient d'être condamné à une première peine pour avoir usé de la violence, fait arrêter et torturer des manifestants le 5 décembre 2012 devant le palais présidentiel. Il a en revanche été acquitté du chef d'inculpation au meurtre de 2 manifestants et d'une journaliste lors d'une manifestation pour laquelle la plupart des observateurs s'attendaient à ce qu'il soit condamné à mort. La page des sports que nous démarrons avec du football, les 16e de finale de la Coupe de la Ligue donc qui ont démarré ce mardi avec un résultat, le Giraffe de Dakar qui sort l'USO 1-0 donc pour les Verts et Blancs qui se qualifient pour les 8e de finale. Nous parlons à présent de lutte avec l'écurie Face. Dans un passé récent, la plus prestigieuse de la lutte sénégalaise, Face a perdu de son lustre. Émission des familles des lutteurs dans les affaires de l'écurie. Une direction technique pointée du doigt serait à l'origine de ces nombreux échecs. Donc, plus de détails dans ce sujet signé Pape Cheikh Diack, Aïssatou Dia et Mardia. Papa Sow et Bruce Lee ruant dans les brancards après leur déconvenue, effritement de la base affective, querelle de positionnement, le tout couronné par 4 défaites majeures depuis le début de la saison,
le temps n'est pas des meilleurs à l'écurie Fass. Le cas de Bruce Lee, j'étais à Kaolack, je suis parti à son regroupement et dans l'arène, je suis venu lui donner mes conseils. Malheureusement, il a perdu. Face à un problème de lieu d'entraînement, vous savez, et puis la base affective, en général, les lutteurs de l'époque habitaient Fass, et cette base affective-là qui n'existe plus. Aujourd'hui, les lutteurs qui composent l'écurie n'habitent plus Fass. Les lutteurs de Fass ne suivent pas leur doyen. Il faut ce qu'il veut. Quand ils tracent un lutteur, ils se croient grands. Et puis, ils sont avares. Une direction technique aux abonnés absents, un Tafa Gueye plus consultant télé que formateur, le mise en cause botte en touche. Moustapha Gueye aussi, qui devait être la personne ressource de cette écurie, a d'autres tâches. Il travaille dans une télévision, il est chez vous. Donc est-ce qu'il a le temps nécessaire, comme le faisait Mbeigué à l'époque, pour gérer les entraînements du matin jusqu'au soir? Je suis à l'écurie de Fass le mercredi, le jeudi et le vendredi. Non, le lundi et le mardi, j'ai fait mon travail à la TFM. Et encore en plus, j'ai mis une équipe là-bas. Le départ de Moussa Nying, emblématique préparateur mystique, se ressent au sein de l'écurie. Moussa Nying, il était connu mystiquement. Il manque à l'écurie à 100%. Il faut entamer des discussions avec Moussa Nying pour qu'il rentre au bercail. Vous savez, à l'époque, le mystique était très important dans l'écurie. On s'en occupait et c'est des gens, des professionnels. L'immixtion des familles dans les affaires de l'écurie, un autre bémol. Une famille, le papa du lutteur peut amener le lutteur à l'écurie de Fass pour dire je vous donne mon fils, c'est à vie, je n'ai pas besoin de lui. Mais à chaque fois qu'il commence à faire des combats, il fait 1, 2, 3 combats, commence à faire son nom, et c'est la famille qui vient récupérer leur fils. À quelques jours de la sortie du 3e tigre de Fass, Gris Bordeaux, l'heure semble être au rassemblement pour redorer le blason terni d'une écurie, naguère la plus prestigieuse de la lutte sénégalaise. Pape Cherdiak, merci. Voilà qui met fin à cette édition. Léa, on se dit à demain. À demain, cher Tidiane. Voilà la parole à présent, la permanence avec Chérif. Voilà, Chérif. Merci beaucoup. C'est quoi les résultats de ces matchs de Champions League? Le journal que vous terminez avec le sourire, puisque Bayern a battu le FC Porto 6-1 et puis le Paris Saint-Germain s'est fait éliminer. Paris reste tragique, 2-0. Paris était déjà éliminé au match. le FC Barcelone. Merci beaucoup, cher Tidiane. Si vous n'avez pas suivi l'actualité concernant le naufrage en Méditerranée, tout à l'heure dans le journal de Léa et cher Tidiane, restez avec nous puisque le Sénégalais, le directeur des Sénégalais de l'extérieur, Souri Kaba, sera l'invité d'Antoine Diouf dans un instant. Restez avec nous.